je voudrais vous dire, finalement, quand on a pensé aux différents sujets et aux intervenants, on s'est dit, quel est le sujet dont nous pensons qu'il est juste, absolument indiscutable et indiscuté. Et je vais vous parler tout simplement de cette crise sociétale et médicale. Je vous ai dit tout à l'heure, le cœur c'est la vie. Sauf qu'aujourd'hui, ce cœur il est en danger. Et il y a une véritable crise sociétale et médicale actuellement. Je vais vous donner 3 chiffres. Et l'idée c'est pas du tout pour que vous puissiez vous dire « waouh », mais simplement pour qu'il y ait une prise de conscience collective. Et ensemble, on doit construire cette intelligence collective. C'est la première cause de mortalité des femmes, l'ensemble des pathologies cardiovasculaires, et Claire y reviendra. La deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de mortalité sur les routes, c'est 50 fois plus important que la mortalité routière. Troisième chiffre, c'est que lorsque vous regardez devant vous, l'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer que ce sera la plus grande épidémie des 25 prochaines années. Il y a 30 ans, ils nous ont alertés sur le sida. Il y a 15 ans, ils nous ont alertés sur le cancer. Aujourd'hui, ce sont les pathologies cardiovasculaires, et en particulier chez la femme. Ce sont juste des chiffres clés lorsque vous posez la question à un homme ou à une femme, quelle est la première cause de mortalité d'une femme? Dans 99,9% des cas, on vous répond le cancer du sein. La bonne nouvelle, c'est qu'on soigne très bien le cancer du sein. La mauvaise nouvelle, c'est que les pathologies cardiovasculaires chez une femme tuent 17 fois plus de femmes que le cancer du sein. C'est juste des faits, juste des chiffres. Voilà. Alors maintenant, je vais terminer quand même avec une bonne nouvelle avant de vous présenter notre invité du soir, exceptionnel. La bonne nouvelle, c'est que dans 80% des cas, je voudrais que vous puissiez retenir qu'à travers une prévention active, mobilisatrice, on peut l'éviter. Donc, il est temps, aujourd'hui, d'inverser cette tendance. Il est temps, aujourd'hui, qu'il y ait cette prise de conscience collective. Il est temps, aujourd'hui, de faire en sorte que l'on puisse changer le cours des choses. Voilà. Alors, pour vous parler de tout ça, on a tout simplement invité... elle n'aime pas que je parle d'elle dans ces termes-là, mais quelqu'un de rare et quelqu'un d'exceptionnel. Alors, exceptionnel, pourquoi? Parce que vous avez 2 professeurs de cardiologie femmes en France. Elle est exceptionnelle parce qu'elle dirige le plus grand centre de cardiologie de l'Institut Cœur-Poumon Santé à Lille. Elle est exceptionnelle parce qu'elle a dirigé la Fédération française de cardiologie pendant 10 ans. Et elle est exceptionnelle tout simplement parce qu'elle a fait tout simplement de tout ce qui est pathologie cardiovasculaire, mais gynéco-cardiologie partovasculaire, tout simplement un chemin de vie. Ça fait 35 ans que, non pas à Harvard où elle aurait pu étudier, à Stanford ou bien encore dans les plus grands hôpitaux, non, dans le nord de la France, parce que vous avez un niveau de précarité très important et parce que vous avez un lien très important entre la précarité et finalement cette absence totale de prévention, elle y reviendra, et bien c'est là où vous avez tout simplement cette notion d'urgence qui est juste absolument majeure. Voilà, donc je suis très content et très heureux, très fier de pouvoir avoir Claire ce soir, le professeur Claire Mounier-Veillé. Simplement pour terminer, vous dire que elle a beaucoup depuis 35 ans œuvré sur ces sujets-là. Elle a régulièrement eu des prix, etc. Et encore dernièrement, elle a été reconnue par la Fondation de la recherche médicale, qui est un prix extrêmement prestigieux. Et il y a encore un mois, ceux qui sont dans le Nord, qui connaissent le journal La Voix du Nord, l'a reconnue comme l'une des femmes les plus impactantes sur les 10 dernières années dans le domaine de la santé. Voilà. Donc je suis très heureux, très fier, de souhaiter la bienvenue, chaleureusement, au professeur Claire Mounier-Veillé. Merci Claire. Il met une pression d'enfer. Avec ça, si je suis mauvaise... Bon, en tout cas, un très grand merci pour votre accueil, pour l'invitation de Thierry, président de la Chambre de commerce franco-britannique, pour les partenaires dans L'Oréal, pour Magellan, que je connais bien également. Et finalement, ce dont nous allons parler ce soir, c'est un projet qui nous concerne tous. On n'a pas besoin d'être une femme pour être intéressé par cette cause, parce qu'on est tous pères, grands-pères, maris, frères, donc on est tous concernés par ces maladies cardiovasculaires des femmes. J'ai également le plaisir... de parler avec Geneviève Plubureau, qui est professeure de gynécologie médicale à Port-Royal. Tu peux te lever, Geneviève. Donc, mais si, Geneviève, avec elle, on fait ce parcours cardio-gynéco, et c'est elle qui m'a ouvert les portes pour les recommandations, notamment pour la ménopause. Et c'est un milieu qui est également très particulier. En médecine, on est très compartimenté.
Et ça m'a permis de rentrer dans le milieu de la gynécologie avec ma gynécologue lilloise qui est maintenant fraîchement retraitée. Et puis au fond, il y a Nathalie Deléter, j'avais envie de parler d'elle également, tu peux te lever Nathalie aussi. Nathalie est directrice adjointe chez Havas, et c'est grâce à Nathalie qu'on a pu commencer ce militantisme, j'aime pas ce militantisme, ce lobbying sur les maladies cardiovasculaires des femmes, et je vous présenterai 2 films ce soir, dont un, l'idée est venue de Nathalie. Il faut quand même redonner à César ce qui appartient à César. Donc effectivement, ce terme, je voulais utiliser ce terme pour le livre, et en fait, les éditrices de Marabout n'ont pas voulu qu'on mette subir. Elles disaient que c'était un terme négatif, donc on l'a gardé pour l'intervention orale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, les femmes subissent la maladie, puisqu'on diagnostique tardivement la maladie coronaire, l'artérite. Au fur et à mesure de l'entretien, vous verrez, c'est un échange avec vous tous. Et finalement, il y a des images de femmes qui me reviennent, et c'est à partir d'exemples qu'on abordera ces différents points. Donc déjà, de quoi parle-t-on? Thierry vous en a très bien parlé. Là, il a une capacité d'assimiler les messages. J'aurais été malade ce soir, je pense qu'il aurait pu faire la conférence à ma place. Quasiment certaine. Donc c'est un vaste fourre-tout. Maladie cardiovasculaire, c'est comme risque cardiovasculaire, ça ne vous parle pas. Donc les maladies cardiovasculaires, alors la petite flèche ne marche pas, c'est tout ce qui est maladie du muscle cardiaque. Le cœur, c'est un muscle qui se contracte et qui éjecte à chaque minute 5 litres par minute. Non, ça ne marche pas parce que c'est rétroéclairé. Non, ça marche. Ah bon. Non, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais je vais aller par là si je vais me mettre sur une estrade. Donc à la surface, on y reviendra tout à l'heure, il y a les artères, les autoroutes du cœur sont les artères coronaires. Vous avez les artères des jambes ici, donc l'aorte qui part du cœur, avec les artères rénales, les artères iliaques et toutes les artères jambières. Et quand ces artères se bouchent, ça crée des ulcères, la gangrène, ce qu'on appelle l'artérite. C'est un terme un peu galvaudé. Et puis, vous avez également l'accident vasculaire cérébral, donc c'est soit sous forme hémorragique, c'est soit une malformation qui explose, soit c'est un excès de tension qui fait que ça se met à saigner dans la tête. Et puis après, ça peut être aussi des emboles qui viennent du cœur. C'est une des causes les plus fréquentes d'accident vasculaire cérébral ischémique. Le cœur qui bat n'importe comment, ça fabrique des caillots sanguins dans une petite cavité qu'on appelle l'auricule en doigt de gant, qui est un véritable réservoir de petits caillots. Et quand le cœur change de rythme, il balance tous les caillots dans la tête, entre autres. Et puis, vous avez après tout le tissu électrique du cœur. Donc le cœur se contracte parce qu'il y a un tissu électrique automatisé. Et quand ce tissu électrique automatisé ne marche plus, on met un pacemaker. Quand le tissu électrique fait n'importe quoi, fait des fibrillations ventriculaires, on va mettre un défibrillateur. Mais maintenant, chez les patients qui ont un cœur très très malade, on met des 2 en 1, c'est-à-dire des défibrillateurs qui font en même temps pacemaker. Avec des sons, on appelle ça les triples chambres. Et là, je vous ai mis un tracé de cette fameuse fibrillation auriculaire. Donc c'est en fait des petites impulsions complètement anarchiques dans l'oreillette, une des cavités du cœur, qui font que le cœur se contracte plus ou moins activement. Et finalement, c'est surtout très dangereux à terme au niveau de l'accident vasculaire cérébral. Puis alors, vous avez aussi les maladies des valves. Donc ça, vous les connaissez peut-être. Les valves aortiques, on vous parle beaucoup de TAVI, pour ceux qui regardent Santé Magazine, Top Santé. Pour ceux qui ne sont pas encore à la retraite, ne voient pas les émissions sur la 5, mais il y a pas mal d'émissions vulgarisées qui sont très bien faites. Et maintenant, on peut remplacer une valve aortique par voie endovasculaire sans ouvrir le sternum, ce qu'on appelle le TAVI, aortique et mitrale. Donc ça, ce sont des pathologies plutôt de la personne âgée, vieillissante, avec des calcifications. Et puis finalement, la maladie la plus fréquente dont vous a parlé Thierry, c'est la maladie athéromateuse. Donc là, c'est une artère normale. Vous avez un petit cellophrée ici. Le cellophrée, tout le monde sait ce que c'est l'endothélium, qui protège l'artère de la formation de caillots sanguins qui bouchent l'artère. Parfois, parce que vous faites une activité physique, une crise de colère, eh bien le cellophrée se déchire et les cellules du sang vont faire un caillot sanguin et ça provoque l'accident coronaire, accident vasculaire cérébral ou encore l'ischémie aiguë de membre. Alors, Thierry, tu en as déjà parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il ne faut pas que ça se transforme non plus en soirée féministe. C'est débile. Mais vous avez quand même des préjugés sur les maladies et je vais commencer par les hommes. Une ostéoporose, jusqu'à il y a 10 ans, le traitement de l'ostéoporose n'était remboursé que chez les femmes. Parce qu'on se disait, les hommes ne peuvent pas faire d'ostéoporose. Si un homme fait une fracture du poignet en tombant de l'escalier, s'il se fait une fracture du col du fémur sans avoir fait un gros accident, on doit dépister l'ostéoporose. Donc ça, c'est le premier point. Un autre exemple, c'est la migraine.
On dit les migraineuses, c'est les femmes qui vont avoir leurs règles, elles nous font casser les pieds, elles ont leur migraine. Vous avez des vrais hommes migraineux et qui consultent très tardivement quand ils ont des céphalées qui deviennent tellement intenses qu'ils ne peuvent plus travailler. Et le troisième exemple, c'est la dépression des hommes qui peut se masquer par une hyperactivité. Donc vous voyez, là je vous parle de pathologies qu'on dit de femmes alors qu'elles touchent des hommes. Les maladies cardiovasculaires, c'est vrai que jusqu'à il y a 30 ans, elles concernaient 9 hommes pour une femme. Hein, une femme, 9 hommes. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée parce que les femmes ont adopté en fait la même hygiène de vie, c'est un problème d'hygiène de vie. Donc Thierry vous l'a dit, dans 8 cas sur 10, on peut éviter l'accident cardiovasculaire parce que c'est l'environnement. Finalement, la génétique, c'est que 20% du risque d'accident. Donc on peut faire des choses bien, sauf qu'en France, on est dans une médecine qui est très curative, qui est très dans la recherche. C'est très valorisant de financer des chercheurs. Financer des gens de la prévention, c'est pas du tout valorisant. Et pourtant, ça serait tellement mieux de prévenir que de guérir. Ça, c'est très important. Donc, il y a des pathologies où on dépiste le cancer. Il y a eu de la recherche dans le cancer, mais maintenant, on dépiste le cancer. Ce que je voudrais, c'est que, enfin, ce que nous aimerions faire à l'avenir, c'est que les femmes puissent être dépistées des maladies cardiovasculaires comme elles sont dépistées pour le cancer du sein ou pour le cancer colorectal. Donc sur cette image-là, c'est très complexe. Ce qui est intéressant, c'est de voir une femme sur 2 meurt d'une maladie cardiovasculaire en Europe, mais ça tient compte également des pays émergents, hein, comme la Turquie, comme des pays où finalement, elles vont surtout mourir d'infarctus du myocarde et moins d'AVC. En France, c'est l'inverse. Les femmes meurent d'abord d'AVC, accident vasculaire cérébral, excusez-moi, puis infarctus du myocarde, puis les autres maladies. Et effectivement, c'est en retravaillant l'intervention pour un déplacement, je me suis dit, mais je raconte n'importe quoi depuis 8 ans. C'est-à-dire que depuis 8 ans, on disait, les maladies cardiovasculaires tuent 8 fois plus que le cancer du sein. Et en fait, c'est faux. Ça tue 8 fois plus quand on regarde juste l'infarctus du myocarde. Mais si on poule l'AVC, l'infarctus du myocarde, l'anévrisme aortique, c'est effectivement 16 fois plus. Parce que vous voyez, vous faites la somme de 49% avec le cancer du sein 3%, je ne me trompe pas dans mes calculs. Et donc finalement, hein, Nathalie, ça fait 8 ans qu'on communique sur les mauvais chiffres. Donc il y a de quoi faire maintenant, on va revoir un peu nos gammes. Alors c'est pas bien de comparer les deux maladies. C'est pas bien parce que vous avez des femmes qui ont la double peine. Une femme, notamment les femmes qui ont un cancer du sein gauche avec chimiothérapie, radiothérapie, sont plus à risque d'infarctus du myocarde que les femmes qui n'ont pas eu de cancer du sein. Parce que le cœur des femmes est plus sensible aux effets toxiques de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Et je le vois dans ma pratique professionnelle, où je vois quasiment plus que des femmes aujourd'hui en consultation. Ces femmes, maintenant, dans le dépistage, je leur fais un coroscanner. On y reviendra tout à l'heure. Le coroscanner, ce n'est pas une coronarographie. On injecte de l'iode par voie la veine, et ça va étudier la paroi de l'artère coronaire. Et finalement, ces femmes, on leur fait une échographie d'effort ou un test d'effort qui est négatif, on est faussement rassuré, et on leur fait le coroscanner, et elles ont des plaques molles dégoûtantes sur les coronaires qui peuvent se rompre à un moment donné, et c'est ça qui crée l'infarctus de la femme, alors qu'elles auront fait une épreuve d'effort négative. « Oh mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. » Non, c'est pas grave. Donc, les chiffres, on vous les donne. Je les ai vus arriver avec leurs gants bleus, je me suis demandé ce qu'ils voulaient faire avec moi. Peut-être me déshabiller. J'ai espéré, mais non. Faut pas que je raconte trop de bêtises, sinon je vais me faire engueuler demain. Donc, on a parlé de ce chiffre de 16. Les 200 décès par jour, c'est 400 décès par jour en France, hommes et femmes confondus. C'est pas un chiffre... Santé publique France a republié tout récemment les causes de mortalité en France et les maladies cardiovasculaires sont encore en tête. Mais le cancer, notamment chez les femmes, le cancer bronchopulmonaire est en train de partir en flèche, beaucoup plus que les hommes à cause du tabac. Alors moi, ce qui nous a interpellés dans notre combat qu'on a mené effectivement il y a 8 ans initialement avec la Fédération de cardio, c'est que ça concernait des femmes de plus en plus jeunes. Effectivement, j'ai passé mon bac en 80, ça ne me rajeunit pas. Je suis arrivée à Lille en 84. Et aux urgences, on n'avait jamais d'infarctus de la femme. C'était rarissime, ou bien c'était des vieilles dames, des très vieilles dames. Là, aujourd'hui, la plus jeune qu'on ait eue au mois de juillet dernier, 28 ans. C'était pilule, tabac et précarité. Donc l'association pilule-tabac, en plus elle avait une anomalie de la coagulation qu'elle ne connaissait pas, c'est effectivement quelque chose de pas anodin.
La femme de moins de 55 ans, dans le service en tournant samedi matin, c'est une histoire d'ailleurs qui est assez triste. C'est une dame qui a eu un cancer du col de l'utérus, pas dépistée à temps, opérée, elle a une pogestomie parce qu'elle a fait des fistules mal placées. Et puis cette femme a commencé à ne pas se sentir bien, c'était le 23 janvier, à avoir des oppressions dans la poitrine, avoir mal au ventre, mal à l'estomac, difficulté à digérer. Pas bien. Bon, elle a laissé passer en se disant que c'était ses traitements pour son cancer, puis qu'elle est quand même pas très très vigoureuse. Et puis cette femme, elle a traîné comme ça pendant 3-4 jours, et puis elle s'est fait finalement hospitaliser le 31 janvier, donc 7 jours après le début des symptômes. Elle est arrivée chez nous aux soins intensifs parce qu'elle a fait une fibrillation ventriculaire, donc on lui a revascularisé une artère du cœur. Les 3 autres sont mortes. Et comme elle a fait une fibrillation ventriculaire qui échappait au choc électrique externe qu'on donne dans ces cas-là, elle est allée à Lille pour qu'on lui fasse une ablation de ses foyers de fibrillation ventriculaire. Et moi, je la retrouve dans mes listes samedi matin en tournant. Et en fait, cette dame, c'était... Pourtant, on est endurci au bout de 30 ans de carrière. Je suis sortie, je me suis mise à pleurer. Parce qu'elle m'a dit, donc on a parlé de la maladie, elle m'a dit, mais je ne savais pas que les femmes étaient concernées par la maladie cardiovasculaire, je ne savais pas que ça pouvait exister, et finalement j'y suis allée parce que j'étais très angoissée. Et le message, c'est l'angoisse est un très bon signe de maladie cardiaque chez la femme. Et c'était une grosse fumeuse, elle fumait un paquet par jour. Donc le cancer favorise l'inflammation favorise le développement des lésions athéromateuses, plus le tabac et le stress. Mais cette femme, elle a eu la mauvaise idée de me montrer comment elle était il y a 2 ans. C'est comme pour ça que j'étais un peu émue. Elle m'a montré ses petits-enfants, ses enfants, ses petits-enfants, les fêtes de famille, et puis la photo d'elle d'il y a 2 ans en train de danser. Et vous dites, ah là c'est trop bête. La prévention, elle doit éviter ça. Vous voyez, des cas comme ça vous prend aux tripes, et vous dites, non, on ne peut pas, il faut continuer. Donc ça, c'est pas un cas, c'est toutes les semaines. Donc elle est de 65, juillet 65. Donc je ne vous raconte pas, elle a 50, pas encore 55 ans. Mais elle fait 10 ans de plus, hein. Ça c'est entre nous. Il y a donc une progression, donc plus 17% des femmes, ça c'était en fait en France, quand on est hospitalisé, on a des codes diagnostiques pour être remboursé par la Sécu, et à partir de ça, Santé publique France fait des registres épidémiologiques sur les données des maladies en France. Mais ça va s'arrêter parce que les codes diagnostiques ont changé. Bon. Mais toujours est-il qu'en 2012, on avait sorti ce chiffre assez percutant en communication, plus 17% chez les femmes et moins 8% chez les hommes. Parce qu'en fait, les femmes, on leur proposait le dépistage, et pas aux hommes. Les hommes, on leur proposait le dépistage, pas les femmes, excusez-moi. Là, l'étude d'après, donc c'était en 2016, et ben on voyait qu'on avait plus 5% par an d'hospitalisation de femmes pour infarctus du myocarde aux soins intensifs cardio en France. Donc, et chez les hommes, il y avait une augmentation, donc c'est les petites barres bleues, mais qui était que de 2%. Donc il y avait 2 fois plus d'hospitalisation de femmes que d'hommes de cette tranche d'âge-là aux soins intensifs cardio. Alors, pardon, trop vite. Donc là, je vais vous présenter un film qu'on a fait avec Nathalie, qui s'appelle Préjugés et Maïwen. Donc ça a été tourné dans la boîte de nuit de Police, pour ceux qui ont vu Police. Donc j'ai assisté. On a appris donc l'actrice qui joue, c'est la coiffeuse de Maïwen, vous savez tout dessous. Et on les a fait tomber une 50aine de fois, et on avait tourné en robe de mariée, parce que moi dans ma tête je voulais faire tomber la mariée. Le jour de son mariage c'était encore plus trash, hein, mais ça rendait pas bien, donc on a gardé la robe rouge. Alors le voilà le film. Je sais pas si on peut monter le son. Chaque jour, 400 personnes meurent d'une maladie cardiovasculaire. Dans toute la... N'attendez plus pour prendre soin de votre cœur. Fédération française de cardiologie. Alors, qui a vu ce film? Oui, au cinéma aussi. Alors les gens, c'est amusant parce que les gens vous disent « Ah, j'ai vu des films sur les femmes », mais ils ne l'attribuent absolument pas à la Fédé. Ils ont retenu l'image, mais ils ne se rappellent pas que c'est la Fédé. Donc le monsieur est un vrai cardiaque, par contre. Donc c'est lui qui fait la voix de Navarro, Jacques France. Le problème, c'est qu'il est un peu hypocondriaque, et donc après le tournage, Jacques France, il m'appelait assez régulièrement pour me parler de ses bobos. Bon.
C'est le problème. C'est pour ça que pas de Facebook, pas de Twitter, pas de rien du tout. Là, je vais vous montrer d'autres choses. Pour vous montrer que ce n'est pas du militantisme féministe. Quand on a posté sur Facebook le film Préjugés, on a des gens qui répondent. Il y a des échanges. Et ce qui est très intéressant, c'est que Facebook est un excellent outil d'échange entre les femmes et qui partagent leurs expériences. J'en ai encore pris une sur notre Facebook Nord-Pas-de-Calais d'une femme qui fait un témoignage boulefiant, parce qu'en fait on fait une dédicace de livre au Furet du Nord samedi, et donc à cette occasion-là on a reposté une info sur les femmes, et voilà, par exemple cette femme, je suis allée voir mon cardiologue pour lui demander un check-up cardiovasculaire, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là, je lui ai dit bah, écoutez, je pense que c'est bien de faire un dépistage, j'en ai entendu parler. Et il lui a répondu, c'est le dernier truc à la mode, les femmes ne meurent pas plus que les hommes. Ça peut faire féministe, je vous assure, je consulte 2 à 3 fois par semaine, toutes les semaines j'entends ce genre de choses. La deuxième, c'est à 43 ans, alors ça c'est le nomadisme médical, la dame, elle avait des douleurs dans la poitrine, mais pas vraiment, ça aurait pu être des douleurs intercostales ou des douleurs d'arthrose dorso-lombaire. Elle avait mal à l'estomac, on lui a dit qu'elle avait un côlon irritable, donc on l'a mis sous space-fond. Elle a fait une fibro, donc c'est comme un coup de santé, puis c'est désagréable de faire une fibro pour ceux qui l'ont fait. Moi j'en ai fait une, bon, je fais pas ça tous les jours. Elle a même eu, cette dame, je pense qu'elle avait une coloscopie aussi, ce qui n'est pas très agréable non plus. Elle a vu un pneumo parce qu'elle était essoufflée, et puis rhumato pour son éventuelle arthrose. Puis un jour, la douleur a été plus prolongée. Il y a toujours un moment où c'est plus prolongé, où ça se répète, où c'est de plus en plus court. Et puis toujours cette espèce d'angoisse. Et donc cette femme, elle s'est retrouvée finalement hospitalisée en cardiologie. Elle a eu un électro qui était pathologique, des enzymes cardiaques qu'on appelle les troponines ultrasensibles, sont en fait les petites enzymes du cœur qui sont libérées quand le cœur n'est plus vascularisé, positives, et du coup elle a une coronarographie. Et là, on l'a revascularisée. Donc vous voyez, finalement, cette dame, elle aura mis à 43 ans 6 mois pour avoir le bon diagnostic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui a des facteurs de risque, on va y revenir, et qui a des symptômes atypiques, pour moi, c'est une cardiaque jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, je vais lui faire les examens, et si elle n'a rien, effectivement, c'est autre chose. Mais au moins, quand on dépiste, on va mettre en place une thérapeutique qui va prévenir l'infarctus. Alors, ah oui, l'accouchement, c'est assez rare. L'accouchement, c'est une autre forme, on va le revoir tout à l'heure dans les lésions. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on en voit de plus en plus aujourd'hui. Les dissections coronaires, donc c'est l'artère qui fait la poupée russe. Et quand on est enceinte, en fait, nos artères sont fragilisées par l'excès d'hormones. Et avec l'effort d'accouchement par voie basse, ça peut favoriser un cisaillement. Et ça me fait penser à une histoire de femme qui avait 42 ans et qui s'était retrouvée enceinte par accident. Et c'était un bébé surprise, donc un bébé précieux. Et c'est une histoire qui... j'y ai repensé hier soir en pensant à la conférence de ce soir, parce que même si je l'ai fait plein de fois, il faut à chaque fois que je me remette dans le bain. Et cette femme, en fait, à 8 mois et quelques de grossesse, elle était sur Armentières, elle sent plus sa petite fille bouger. Donc tout était prêt, la chambre prête, le valise bébé et tout, 8 mois et demi de grossesse. Elle sent plus la petite bouger, donc elle va aux urgences, mort fétale. Donc la petite était morte. Sauf que, il a fallu qu'elle accouche. Il fallait faire sortir le bébé, on ne fait pas une césarienne pour un bébé mort. Donc elle a accouché, et le jour de l'enterrement de sa fille, elle a fait l'infarctus. Donc elle n'a même pas pu assister à l'enterrement de la petite. Et à l'hôpital, on a fait passer la psychologue, on a fait passer le psychiatre, et c'était hyper boulefiant, c'est des histoires qui vous prennent, et même en étant médecin, on n'arrive pas à s'en dégager. Et cette femme-là, en fait, elle avait fait une dissection coronaire, parce qu'elle était, c'est une grossesse âgée, parce qu'elle est donc une grossesse à risque, des artères coronaires âgées, et finalement, elle s'est retrouvée à perdre sa petite fille, parce qu'elle avait un placenta de mauvaise qualité, parce qu'elle était âgée, et puis faire son infarctus le jour de l'enterrement. Enfin, voilà. Ça fait un peu Zola, mais c'est quand même des choses qui existent. Donc, on ne va pas être que négatif, hein. Mais souvent, quand on raconte des histoires comme ça, ça marque le cerveau affectif, hein. Vous retenez, si je vous fais un topo académique professoral, vous allez vous endormir et vous allez décrocher. Là, c'est des petites situations, des exemples à vous montrer comme ça. Donc, je vous l'ai répété, 8 accidents sur 10 sont évitables. Vous avez compris qu'en vous faisant dépister régulièrement, ça ne va pas vous arriver. Vous devez vous prendre en main. Et c'est pas se dire, finalement, j'ai pas le temps d'aller voir le médecin parce que j'ai le mari, j'ai les enfants, j'ai les petits-enfants, j'ai mon bénévolat. Non, on s'occupe de soi, on se dépiste. Alors on a peur du cancer du sein, donc ça on le fait. Et encore, il y a des femmes qui elles lâchent complètement le dépistage, et il y a des femmes que je vois en consultation, que je remets dans le circuit gynécologique parce qu'elles
ou bien elles ont eu par exemple une hystérectomie, elles oublient qu'elles ont des seins, mais les seins, il faut les dépister jusqu'à sa mort. Hein. C'est pas jusqu'à 76 ans. La mammographie, hein, Geneviève, le cancer du sein de la femme âgée tue beaucoup plus que celui de la femme jeune qui est dépistée. Donc vous voyez, là on digresse en gynéco, mais c'est tout le temps comme ça. Il faut faire des mammographies jusqu'à la fin. Donc pour les messieurs qui sont venus tout seuls, vous dites ça à vos épouses ce soir. Donc c'est s'écouter et se faire dépister. Ça, la peur n'évite pas le danger. Je vais vous annoncer que vous avez un cancer, je sais pas moi, un cancer du poumon. Vous allez être complètement catastrophé. Je vous dis, bah, écoutez, monsieur, finalement, vous avez deux coronaires bouchés, il va falloir vous mettre 2 stents, faire un pontage. Est-ce que ça fait mal? Quand est-ce que je peux reprendre le boulot? Ça vous positionne tout de suite la prise de conscience qu'on a sur les maladies cardiovasculaires. On banalise les maladies cardiovasculaires. Et faites-moi confiance, vous rentrez dans la maladie, vous n'en sortez pas. On peut ralentir les choses avec le traitement, mais vous êtes inscrit dans un cycle d'événements. Alors il y a des hommes et des femmes qui font plus ou moins d'événements. Ça, c'est là pour le coup, la génétique peut agir, l'hygiène de vie peut agir, mais vous êtes rentré dans la maladie cardio-cérébrovasculaire. Donc ça, c'est très important. Après, le parcours coordonné, c'est un mot un peu pompeux, mais qui veut tout dire. C'est-à-dire que le médecin traitant, il voit peut-être 20-30 patients par jour, il n'a pas le temps de faire ce que je fais moi en consultation, je les garde 3/4 d'heure, c'est un luxe. Mais c'est vrai que ce parcours coordonné, si on a tous le même message de prévention, c'est-à-dire si Geneviève raconte la même chose que moi à ces femmes sur le risque cardiovasculaire des femmes et que moi je parle du risque hormonal de la même façon que Geneviève, finalement les femmes entendront le même message 2 fois et ça va rentrer. Et dans les courriers d'hospitalisation ou de consultation, je les ai chartés d'une telle manière qu'il y a un apprentissage par le professionnel qui va recevoir le courrier et par la femme. C'est toujours pareil. On écrit au gynéco, on écrit au médecin traitant, il y a les antécédents gynéco-obstétricaux. Alors c'est vrai que quand je demande l'âge et premières règles à une dame de 70 ans, elle me regarde avec des yeux de bille, en disant elle est dingue, mais non, mais c'est important, on va y revenir. Donc finalement, on a un engrenage assez puissant, et vous êtes ici ce soir pour qu'on inverse la tendance ensemble. Sinon j'arrête, hein. Je rentre à Lille, j'ai encore un train. Alors ce mode de vie stressant et sédentaire, donc on dit 30 ans, bon moi j'ai 57 ans, les filles qui font leur infarctus, elles ont commencé comme moi dans les années 80, voilà, donc c'est un peu plus de 30 ans, voilà, c'est presque 40 ans. Alors, on va voir ensemble les facteurs de risque classiques. Vous les connaissez, c'est le tabac, c'est le cholestérol, c'est l'hypertension, c'est l'obésité, c'est le stress. Eh bien, ces facteurs de risque-là sont plus toxiques sur une artère de femme que sur une artère d'homme. Et pourtant, nous sommes protégés par nos hormones, en théorie, jusqu'à la ménopause. Mais il va y avoir un effet synergique finalement entre ces facteurs de risque qui vont s'opposer à l'effet protecteur des oestrogènes naturels ou qui au contraire vont potentialiser l'effet délétère des oestrogènes de synthèse en la pilule combinée. On a des facteurs de risque spécifiques, je vais y revenir tout de suite, donc le défaut de bébé, ça vous avez compris, pas besoin de revenir. On va voir ensemble les lésions qui sont très particulières chez la femme, c'est pas la même maladie, et c'est vrai qu'en médecine, nous avons appris la médecine avec des symptômes d'homme et une maladie d'hommes, mais en fait on s'est rendu compte avec les études anatomopathologiques des femmes, puis maintenant on a le coroscanner, on a l'IRM, bien finalement les lésions athéromateuses des femmes sont différentes. Les femmes font des dissections, donc déchirer l'artère, que ne font pas beaucoup les hommes. Les femmes font également des spasmes, donc l'artère qui se referme sur elle-même, que ne font pas beaucoup les hommes. Donc c'est très très particulier. Les symptômes, on en a parlé. Alors les femmes, alors, petit à petit, grâce aux médias, c'est vrai que les journalistes ont été extra parce qu'elles portent le message, elles y croient, elles, parce que c'est, on va dire, 8 femmes pour un homme. Les hommes ne challenge plus. Je me rappelle Michel Simiès au début. Ah là là, celui-là, quel macho. Il vous regardait avec un demi-sourire et s'intéressait que quand on parlait de sexualité. Alors ça, dysfonction érectile, il se réveillait. Le reste du temps, c'était ma petite dame, elle est gentille, la petite Claire, mais bon. Et maintenant, il fait des émissions sur les femmes. Comme quoi, ce sont ses consoeurs qui l'ont convaincu. Mais c'est vrai que les médias, on était à Paimpol il y a 1 an et demi, pour une conférence Cœur de Femmes à Paimpol. Il y avait eu 300 personnes. Et à la fin, il y a une dame qui a pris le micro, qui a dit « Écoutez, j'ai vu l'émission Enquête de santé sur le cœur des femmes. Je me suis reconnue, je me suis fait dépister, j'ai eu un triple pontage coronaire. » Ben là, l'émission, elle a gagné. Elle a sauvé au moins une vie. Donc en fait, passer dans les médias, c'est pas pour passer pour soi. De toute façon, le journaliste, il sent. Hein. Si vous passez pour vous, il vous réinvite plus. Mais vous passez parce que une consulte, c'est une personne. Ce soir, on est je sais pas combien. Mais une émission télé ou une émission radio, il y a beaucoup plus de gens qui entendent le message de prévention. Et la prévention, elle passe par le canal médiatique, c'est évident.
Alors les tests diagnostiques, là aussi, c'est pris en défaut. Donc on a un plus petit cœur qui va plus vite. On a des artères qui se dilatent de façon différente par rapport aux hommes. Et les épreuves d'effort classiques, vous connaissez l'épreuve d'effort sur tapis roulant, voilà, ou sur vélo. Mais les protocoles, donc régulièrement, le tapis monte et va de plus en plus vite. Mais ça, les paliers, c'est les paliers pour les hommes, c'est pas pour les femmes. Donc les femmes, elles se fatiguent beaucoup plus vite. Et en fait, ça fausse l'examen. On dit, ben, il est sous-maximal négatif. Ben oui, mais la pauvre, elle était complètement, c'est pas une marathonienne, elle n'a pas l'habitude. La scintigraphie myocardique, si la femme a une forte poitrine, ça va donner des faux positifs. Donc finalement, le meilleur examen pour la femme, c'est l'échographie d'effort. Et encore, c'est quand elle a plus de 65 ans. Et aujourd'hui, il y a des recommandations européennes où c'est le coroscanner. Et c'est un petit peu irradiant, donc on va le donner aux femmes chez qui on pense qu'il y a vraiment une forte suspicion de maladie coronaire. Et on fait le test d'effort. Je fais les deux, moi. Retard de prise en charge, on y reviendra, mais c'est vrai, je vous ai donné l'exemple de cette dame-là. J'en ai une autre. Une dame qui avait 42 ans, calaisienne, jolie comme un cœur. Mais elle était traitée depuis 6 mois pour une sciatique. Elle avait mal dans la jambe quand elle marchait. Et finalement, on l'avait mis sous anti-inflammatoire non stéroïdien, style biprophénide, brufène, qui est contre-indiqué dans la maladie cardiaque. Et puis, un matin, elle s'est réveillée avec un orteil bleu. Donc, elle était en ischémie aiguë de membre. Et finalement, elle avait bouché la grosse artère, je vous ai montré tout à l'heure, l'artère iliaque. Et on a dû lui amputer le pied, la veille de la rentrée des classes. 42 ans. Et c'était pilule tabac. Donc, vous voyez, c'est des choses, c'est pas pour faire joli sur un diaporama, c'est la vraie vie, hein. C'est des choses... j'ai un autre exemple d'Angelina qui avait... elle avait 40 ans. Et en fait, c'était une chauffeuse-livreuse dans le Valenciennois, donc un métier d'homme. Elle fumait comme un sapeur 2 paquets par jour. Pareil, elle avait des douleurs dans le rein, traitée pareil pour une sciatique. Et c'était un matin, c'était les 2 jambes qui étaient froides, donc elle avait bouché son aorte, ce qu'on appelle une thrombose du carrefour iliaque. Et Angelina, et en fait, il a fallu lui faire un pontage, mais elle avait un magnifique tatouage qu'elle avait payé à la peau des fesses parce que, voilà, elle ne gagnait pas bien sa vie. Et le chirurgien avait réussi à lui faire son pontage en préservant le tatouage. Des doigts de fée. Richard Azaoué, un mec extra. Sauf que cette femme, elle a arrêté de fumer, elle est en rééducation, elle a fait tout ce qu'il fallait, sauf qu'elle est morte 4 ans plus tard d'un cancer du poumon. Donc vous voyez, finalement, le tabac, c'est le trait d'union dans ces 2 maladies-là. La femme, elle avait compris la prévention, elle avait compris le dépistage, sauf qu'elle s'était enclenchée dans un système qui était... elle n'avait que 40 ans. Et les traitements, alors là, quand on regarde les registres épidémiologiques, alors là, c'est incroyable, les ordonnances de femmes ne sont pas les mêmes que celles des hommes. C'est-à-dire que les femmes sortent avec une ordonnance incomplète. Peut-être qu'il y a une commande du mari. Je sais pas. Voilà, donc là, on va revenir un petit peu. Si je suis trop longue, Thierry, tu me fais signe. Donc, il me fait signe. Donc, les facteurs de risque sont plus toxiques. Mais le bon message, c'est que l'hygiène de vie est plus efficace. C'est quand même ça qui est bien. Donc, une femme qui ne boit pas, qui mange 5 fruits et légumes, qui ne fume pas, qui fait au moins 2h30 d'activité physique par semaine, c'est pas en salle de sport, hein, c'est du vélo, de la marche, tout ce que vous voulez, et qui a un temps d'écran de moins de 7 heures par jour, celle-là, elle a un risque d'accident qui est 8 fois moins important qu'une femme qui a tout, qui a le combi gagnant toxique. Et ce qui est important dans la prévention, c'est que c'est efficace à tout âge, et que si on est efficace sur 1, 2, 3, 4, 5, c'est synergique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite prévention. C'est-à-dire qu'on peut commencer par ce qui est plus facile, reprendre une activité physique, bouger toutes les 2 heures quand on est assis derrière un écran, manger équilibré. Mais dès la première mesure d'hygiène de vie, on est déjà efficace en prévention. Donc ça, c'est un message positif. Alors on va juste faire le focus sur l'infarctus, parce que vous avez vu le film, et qu'après je vous présenterai le 2e film. Je vous ai dit tout à l'heure, ou je l'ai dit en aparté, je ne sais plus, que les femmes rentraient dans la maladie le plus souvent par un premier épisode qui est l'infarctus, l'accident coronaire. Je vois mieux de l'œil gauche. Mais non, mais je suis amblyopes, je ne vois pas bien là. La douleur thoracique, c'est le symptôme le plus fréquent. Un cas sur 2. Il ne faut pas dire que les femmes n'ont jamais la douleur comme les hommes. Si, ça existe dans un cas sur 2. Mais le plus souvent, ça va être, elles vous disent, je suis fatiguée à l'effort, j'ai une fatigabilité, je suis épuisée, j'ai plus envie de m'occuper de la maison, je me traîne pour aller travailler, je suis essoufflée, ça c'est un très bon signe, et l'anxiété
elles sont très anxieuses avec ces symptômes-là. Et ces symptômes, ils ont tendance à se rapprocher dans le temps. Mais c'est en présence de facteurs de risque. On ne voit pas d'infarctus chez une femme qui n'a rien du tout. Ça ne tombe pas sous le sabot d'un cheval, hormis la dissection coronaire, mais il y a encore une situation à risque qui est la grossesse. Donc voilà. Donc c'est des femmes qui ont le tabac, qui ont du cholestérol, qui sont diabétiques, qui sont obèses, qui sont précaires, et généralement les précaires, elles se font le plaisir du tabac, elles mangent mal, elles sont hyper stressées. Les symptômes atypiques, ils peuvent passer inaperçus, comme la dame dont je vous ai parlé tout à l'heure de 54 ans, elle a mis 8 jours pour venir à l'hôpital, mais en moyenne, une femme vient entre 3 et 4 heures en retard par rapport à un homme. Un homme a mal à la maison, la femme, elle appelle tout de suite le SAMU. La femme a mal, elle va masquer un certain temps pour ne pas affoler les troupes. Maintenant, on appelle le SAMU pour une douleur thoracique, il faut noircir le tableau, sinon les régulateurs ne sont pas encore branchés et n'envoient pas le camion. On a un exemple comme ça, j'ai une de mes amies qui est urgentiste au SAMU avec moi, qui a mon âge, et elle était, elle attendait pour partir, elle était de garde, et elle a entendu l'appel téléphonique donc d'une dame, d'un fils qui appelait pour sa mère, qui n'était pas bien, qui avait fait un malaise à la maison, c'était le deuxième malaise, elle avait vomi. Et la dame a dit, c'est rien, vous verrez, c'est probablement une gastro. Et Nathalie a entendu le message, elle a posé 2-3 questions supplémentaires, elle a entendu tabac, elle a dit, je pars. Donc ils sont arrivés, la dame, alors c'est pathos ce que je vous raconte, mais c'est vrai en plus. La dame, elle mariait sa fille le lendemain. L'autre était chez la voisine, et en fait, le temps que Nathalie arrive, elle s'est arrêtée, la dame. Elle n'est jamais repartie. Donc elle est morte la veille du mariage de sa fille, un infarctus massif, elle avait appelé le SAMU, donc là, la chaîne n'avait pas été rompue, mais elle avait depuis 3 jours là aussi des symptômes avant-coureurs, et comme il y avait le mariage, elle voulait que tout soit prêt, elle avait astiqué la maison, donc elle avait corsé et elle fumait. Donc vous voyez, des choses comme ça, il ne faut pas tarder, il faut appeler tout de suite. Alors, ce qui est aussi plus compliqué pour les femmes, c'est que les médicaments qu'on donne aux femmes ont été conçus pour des hommes. Les doses, j'entends. Donc une femme saigne plus facilement. C'est-à-dire qu'une femme qui fait un infarctus, elle est prise tout de suite en charge en camion du SAMU, qui fait les troponines, qui va commencer parfois une fibrinolyse in situ tout de suite, mais les doses étant pas adaptées au métabolisme des femmes, elles vont faire plus de complications hémorragiques. En plus, quand on passe les sondes de coronarographie dans la coronaire, elles font plus facilement des dissections que les hommes, parce que les coronaires de femmes sont toutes petites, et la sonde un peu rigide peut déchirer la coronaire. Et chez la femme plus âgée, mais on va dire la femme, allez, on va dire de 70-75 ans, cette femme-là, souvent, on découvre la maladie au stade de l'insuffisance cardiaque. Alors, là, c'est une image que j'ai empruntée à Jean-François Arnal, qui est un chercheur sur le cœur des femmes à Toulouse. Donc, vous avez l'aorte, donc le tuyau qui part du cœur. Vous avez les grosses artères coronaires. J'aime bien cette image-là. Donc, ça, c'est les coronaires du cœur gauche, la coronaire du cœur droit. Donc, c'est les grosses artères qui circulent à la surface du cœur, qu'on appelle les coronaires épicardiques, et qui se remplissent avec la diastole, le deuxième chiffre de tension. C'est pour ça qu'il faut traiter l'hypertension, mais pas trop bas non plus, sinon les coronaires ne se remplissent plus. Ensuite, ces autoroutes vont donner des routes départementales, des routes communales, et puis des petites routes, là, les petites routes, je ne sais pas comment on appelle ça, les petits chemins, voilà. Eh bien, la femme, elle va avoir des lésions très particulières de ces grosses coronaires, et surtout, par rapport aux hommes, elle fait plus fréquemment la lésion des petites routes comme ça, et des petites routes départementales et des communales. Et ça donne des symptômes typiques de maladie coronaire, sauf que quand on leur fait une coronarographie, les autoroutes, elles sont nickel, on ne voit pas les petites routes à la coronarographie. La coronarographie vous opacifie que ces grosses routes-là. Et on répond à la dame, c'est dans votre tête, gérez votre stress, et puis faites du sport, maigrissez, ça ira mieux demain. Sauf qu'elles ont une vraie maladie coronaire, qui nécessite le même traitement que la maladie des autoroutes. Donc ça, c'est important à connaître pour vous. Donc là, c'est une autre image. Donc ça, c'est une coronarographie. J'ai injecté du produit de contraste dans l'artère radiale. Maintenant, on ne passe plus par l'artère fémorale, on passe dans l'artère du poignet. Et là, vous avez le tronc commun coronaire gauche, l'interventriculaire. Et vous voyez ici, il n'y a plus de produit de contraste, c'est stoppé complètement. C'est une sténose, c'est une occlusion de la circonflexe. Et après, voilà. Après, les femmes, elles peuvent faire des érosions, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, une érosion ici, donc vous voyez bien qu'il y a une belle lumière ici, donc c'est une coupe d'une dame morte, parce que l'artère, elle n'est pas blanche, elle est normalement rose.
Bon. Et là, vous avez donc le thrombus, l'ulcération de la plaque ici, et l'artère coronaire ici. Alors, attends. Toc. Alors, la dissection, excusez-moi, je vais trop vite. La dissection, je vous ai dit, la pupérus, l'artère qui se déchire. Là, vous avez la vraie lumière, et vous avez finalement l'artère qui s'est dédoublée. Et là, vous avez un faux chenal ici qui va venir comprimer la vraie lumière. Et ça se traite. Aujourd'hui, on peut mettre des stents, mais sinon, on respecte la dissection. La tendance aujourd'hui, c'est de respecter et ensuite de mettre un stent si c'est nécessaire. Donc, avant 50 ans, les femmes font des... Vous êtes toutes brûlées avec des ampoules. Elles vont faire des érosions. L'érosion, il y a les petites plaquettes qui vont faire des caillots. Elles vont faire des ulcérations de plaques. Elles vont faire des dissections et plus de spasmes. Donc, l'artère se referme. Est-ce que ça va? Je donne beaucoup d'infos, là. Trop? Ça va? Bon. Mais en fait, je ne me lasse pas. Alors là, c'est la maladie de la dame un peu plus âgée. On va dire une dame qui a entre 5 et 10 ans de ménopause. Donc 5 et 10 ans de ménopause, vous avez l'artère, le mauvais cholestérol, parce qu'en plus, on va voir avec la ménopause, c'est une vraie saloperie ce truc-là. Donc le mauvais cholestérol se met dans la paroi de l'artère. Là, c'est mon fameux cellofray, hein, c'est ce qu'on voit ici. Là, c'est des lipides. Et puis, une petite colère, un petit effort physique, hop, mon cellofray se déchire, se forme le caillot, et l'accident que vous avez ici. Alors nous, ce qu'on fait, enfin moi je ne fais pas, hein, je ne fais pas de choro, donc on va passer le guide avec le petit ressort. Alors maintenant, on met plutôt des stents avec des médicaments, ce qu'on appelle les stents actifs. Ce stent, on va le déployer, l'insuffler, on va écraser la plaque, et ensuite on va laisser le stent en place. Et derrière, il faut surtout garder les 2 antiagrégants plaquettaires pendant au moins 1 an. Donc ça se fait à chaud, dans l'infarctus, syndrome coronaire aigu, et ça peut se faire aussi à froid, quand on a démontré que l'artère malade était coupable. C'est-à-dire qu'on ne dilate pas tout ce qui bouge. C'est-à-dire qu'on va faire maintenant des IRM de viabilité pour voir s'il y a un territoire coronaire qui est effectivement atteint par la sténose qu'on a vue à la coronarographie. Si c'est le cas, on dilate. Mais si le territoire est mort ou que ça ne parle pas, on ne va surtout pas mettre un stent parce qu'on génère la pathologie du stent. Hein. Si les gens arrêtent brutalement leur statine, ça on voit ça, hein. Arrêt brutal des statines ou des antiagrégants, le stent il se bouche. Alors la maladie des petites branches, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, savoir simplement que cette maladie des petites routes, des petites cantonales, des petites communales, ça donne, c'est les artères en fait qui vont avec l'âge s'hypertrophier et se boucher. Ou bien c'est les ulcérations de plaques comme je vous ai dit tout à l'heure, les petits morceaux qui s'en vont, ils s'en vont bien quelque part, ils ne disparaissent pas comme ça. Donc ils vont s'en aller dans les toutes petites artères. Donc au fur et à mesure, eh bien, vous allez avoir le lit artériel des femmes qui va s'appauvrir. On voit ça aussi chez les gens diabétiques et chez les gens insuffisants rénaux. Alors voilà le film casting. L'idée est de Nathalie. Bah si Nathalie, il faudra... Donc c'est alerter sur les symptômes spécifiques de l'infarctus. Parce qu'on cherchait comment communiquer différemment de ce qui avait été fait dans les autres fondations à l'étranger. Donc on avait l'arrêt cardiaque de la femme, on avait la femme qui danse. Et finalement on s'est dit, on va faire un film un peu provocateur. C'était l'état d'esprit de la Fédé de l'époque, c'était bousculer les codes, être anticonformiste, quitte, parce que quand on est un peu anticonformiste dans la prévention, vous marquez les esprits. Alors on y va. Ça va peut-être vous choquer. Hein. Montre-moi tes mains, s'il te plaît. Je vais te citer différents thèmes, et j'aimerais que tu les joues immédiatement. D'accord? D'accord. On te fait une demande en mariage. Parfait. Et alors là, c'est la rupture. Il te quitte. Ok, c'est très bien. Et maintenant, on passe à l'orgasme. Un quoi? À l'orgasme. Tu as un infarctus.
Non, non, ça fonctionne pas. Un infarctus. Je suis désolée, mais ça marche pas. Recommence. Non, c'est pas ça. Un infarctus. Il y en a qui l'ont vu? Alors, ce genre de film, je l'avais passé, on avait fait un partenariat avec les parcours du cœur scolaire et les instituts catholiques, ça, moyen. Et en allant aux Émirats Arabes Unis, ça, on nous a fait comprendre que ce film-là, nous ne le passerions pas. Ça, on ne peut pas. Il y a des sujets blackout, hein, faut faire attention. Maintenant, c'est vrai que ces symptômes, ils s'expliquent par les lésions dont je vous ai parlé. Les femmes ont plutôt une maladie du cœur, des artères du cœur droit, de la circonflexe. Et en fait, le nerf qui s'occupe des intestins, de l'estomac, de l'ésophage, c'est le même qui innerve le cœur. Ça explique pourquoi il y a plus de symptômes digestifs. Il y a une explication, c'est pas comme ça. Et l'essoufflement, vous avez compris que les petites routes, si elles s'embolisaient à la longue, bien le cœur n'est plus capable de donner l'oxygène à l'effort à une femme si ses petites artères sont malades. Voilà. Alors, je vais accélérer un peu. J'ai un signal du président. Mais c'est dur hein, de savoir le rythme. Non, mais tu peux peut-être lui dire de... Donc la prévention féminine, on va balayer assez vite. Hein. Simplement ce visuel couleur, à maintenant à peu près 15 ans, on l'utilise dans les dépistages grand public. Ça permet, avec un patient, de screener avec lui ces différents facteurs de risque. Donc la ménopause pour les femmes, le LDL, le HDL, tout ça, le bilan lipidique qu'on vous prescrit. Alors si on ne vous met pas EAL sur l'ordonnance, vous n'êtes pas remboursé. Hein. Le périmètre abdo, c'est le mètre ruban entre la dernière côte et l'os iliaque. Le sel, plus de 6 grammes de sel par jour, c'est pourvoyeur d'hypertension et de maladie cardiovasculaire. La pression, on va y revenir. La systole, la diastole, la sédentarité, on l'a déjà vu. L'hérédité, le tabac, l'alcool, le stress. Mais vous voyez, finalement, il y a très peu de choses non modifiables. Hein. Et l'idéal, vous l'avez compris. Donc on a mis les seuils de normalité, on les a fait revalider. Donc on relie tous les petits points. Donc le malade vient avec une ordonnance, avec son périmètre abdo, son poids, son automesure tensionnelle. Et finalement, avec un interrogatoire très ciblé, très rapide, on peut voir s'il est dans le rouge ou dans le vert. Et on va contractualiser avec lui des objectifs thérapeutiques. Et nous, l'objectif, c'est de le tirer dans le vert en moins de 6 mois. On y arrive. Alors les 3 étapes des femmes de dépistage, donc c'est la mise en route de la première contraception. Ça c'est super important parce que vous avez des femmes il y a des familles de phlébites et d'embolies pulmonaires, donc caillots dans les artères et dans artères pulmonaires, veines pulmonaires, dû à une anomalie de la coagulation. Et finalement c'est important d'enseigner à nos enfants l'hérédité familiale. Moi dans ma famille c'est un peu l'omerta des maladies. Finalement, il faut aller chercher à la pêche à la ligne les antécédents familiaux, mais vous devez de transmettre à vos enfants ce qui s'est passé dans la famille. Parce que si une jeune fille vous raconte que sa mère a fait une embolie pulmonaire, sa grand-mère a fait une embolie, sa sœur a fait une embolie, on ne lui mettra certainement pas une contraception avec des oestrogènes. On lui mettra que des progestatifs et vous évitez la phlébite et l'embolie de la première année de prescription. Donc ça, c'est très important en prévention, parce que vous voyez, dès ce soir, vous pouvez déjà screener. Après 40 ans, on arrête les oestrogènes de synthèse quand on est une fumeuse. Ça, c'est indispensable. Et déjà, dès 35 ans, on met des progestatifs ou un autre type de contraception. Et après 45 ans, moi, je vois des femmes qui viennent me voir pour une préménopause parce qu'elles se sentent mieux avec leur contraception combinée que sans rien. Après 45 ans, on arrête les oestrogènes. Là, c'est criminel parce que le risque de caillots sanguins artériels et veineux augmente à partir de 40 ans. Ça, c'est très important. Alors la grossesse, vous allez me dire pourquoi la grossesse? Eh bien la grossesse, on fabrique un placenta pour nourrir le bébé, c'est une éponge vasculaire et c'est un test de stress vasculaire et métabolique. C'est-à-dire qu'on va tester les femmes qui à la ménopause seront diabétiques ou en surpoids et on va tester les femmes qui auront du mal à répondre à un infarctus parce qu'elles auront du mal à fabriquer des petites collatérales pour contourner la sténose. Et donc finalement, les femmes qui font de l'hypertension pendant la grossesse, qui ont des petits poids de naissance de moins de 2,5 kg, qui font des décollements placentaires, qui font du diabète gestationnel, on doit les revoir dans les 3 à 6 mois après pour les informer sur ce qui s'est passé et pour ensuite préparer la grossesse suivante.
Parce qu'il y a des préjugés. La dame vous dit, j'ai fait une hypertension de la grossesse, mon médecin m'a dit que je ne pouvais plus être enceinte. Ben, si, bien sûr que si, qu'elle peut. Il faut juste préparer la grossesse et faire le bilan adéquat. Et la ménopause, qui nous concerne peut-être un peu, enfin il y a quand même des femmes jeunes dans la salle, eh bien c'est cette consultation du dépistage des facteurs de risque qui pour l'instant est informelle. Donc il y a une expérimentation qui débute dans les Hauts-de-France. J'ai souhaité qu'elle se passe là. Donc c'est mettre en pratique la cardio-gynécologie. Et si dans 3 ans, donc c'est une commande du ministère de la Santé, avec un budget de 600 000 € qui est donné dans les Hauts-de-France, et si dans 3 ans, cette expérimentation confirme ce qu'on a trouvé dans les travaux du service, eh bien toutes les femmes en France auront un dépistage à 50 ans. 50 ans, plus ou moins 5 ans. Mais on leur dépistera leurs facteurs de risque et on verra si elles sont à risque faible vert, risque orange, attention clignotant, je me fais dépister par un cardio, risque rouge, j'ai déjà fait un accident et je dois avoir un suivi cardio bien approfondi, ce qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Et puis, il y a également le traitement hormonal de la ménopause qui a été complètement bâché il y a 15 ans, parce que c'était un traitement donné par voie orale avec des progestatifs de synthèse. Aujourd'hui, on sait, on travaille avec Geneviève sur des recommandations là-dessus et on réhabilite le traitement hormonal. Une femme de moins de 50 ans qui n'a pas fait d'accident artériel ou veineux, qui n'a pas de contre-indication gynécologique, tire un bénéfice du traitement hormonal de la ménopause. Parce que ça va retarder d'autant la prise de poids, retarder d'autant le mauvais métabolisme des lipides et la rigidité artérielle. Bon là, je vais passer. Alors vous voyez, ces situations à risque spécifiques chez la femme, on vient déjà d'en voir 2 ensemble. Donc c'est vrai que quand on ne connaît pas les antécédents familiaux et que la jeune fille, par exemple, veut aller au planning familial pour avoir une contraception parce qu'elle ne peut pas en parler à ses parents, ça c'est son choix, elle est adulte, eh bien il faut lui donner un progestatif. Le progestatif n'est pas contre-indiqué chez la femme cardiaque. Donc on ne sait pas, et en plus c'est des micro-progestatifs. Les femmes qui ont une hystérectomie avec ovariectomie, elles ne le savent pas, mais elles ont un risque cardiovasculaire qui va débuter plus tôt, même si elles ont l'impression, par exemple si on fait juste une hystérectomie sans ovariectomie, eh bien elles sont déjà en sur-risque cardiovasculaire par rapport aux femmes qui n'ont pas eu cette intervention. Les femmes qui ont une insuffisance ovarienne avant 40 ans, la ménopause précoce, ces choses-là dont on parle pas mal dans la presse, l'endométriose, c'est associé à un syndrome métabolique, parce qu'on donne des traitements pour freiner les règles. Et le syndrome des ovaires polykystiques, où ce sont des filles qui sont très fortes, avec une pilosité importante, donc qui sont plutôt androgéniques, donc c'est à risque. Et puis je vous ai parlé de l'âge des premières règles. Avoir ces règles avant 11 ans ou après 17 ans, c'est associé à un risque métabolique à la ménopause. Et par contre, quand on allaite, on déstocke et ça protège du risque métabolique. Et enfin, quelque chose que vous devez apprendre pour vos enfants autour de vous, les femmes qui ont des migraines avec aura, migraine ophtalmique, c'est ce qu'on connaît mieux, eh bien ces femmes-là ne doivent pas avoir d'oestrogène de synthèse dans la contraception. Et ces femmes-là, elles ont souvent aussi les mains qui font mal au froid, qui blanchissent au froid, font du spasme, et ce sont les mêmes qui font des spasmes coronaires. Donc finalement, l'interrogatoire, on a plein d'informations avec l'interrogatoire. Ça renseigne à peu près 80% de la situation d'une femme ou d'un homme. Un homme, c'est pareil. Si vous prenez le temps de l'interroger, de l'examiner, finalement, les examens complémentaires viendront conforter le diagnostic dans 30% des cas. Et après 50 ans, on a parlé déjà de notre ménopause, donc il faut savoir que ce syndrome métabolique commence déjà quand les cycles commencent à cafouiller, c'est-à-dire dans les 5 ans qui précèdent l'arrêt des règles. Eh bien, ce risque-là existe. On ne consomme pas bien nos calories, on stocke, et finalement, c'est dès la pré-ménopause, dès les 5 ans avant l'arrêt des règles, qu'on devrait mettre en place ces mesures d'hygiène de vie. Et chez certaines femmes qui sont déjà symptomatiques, on leur donne des petites doses d'oestrogène, même si elles ont encore des règles de façon irrégulière. Le cancer du sein, je vous en ai parlé, je vais vite. L'ostéoporose, c'est important. Moi, je prescris des ostéométries à gogo, parce que je me rends compte que les femmes qui ont 5, 10, 15 ans de ménopause en EHPAD, on ne leur dépiste pas l'ostéoporose, et pourtant, il y a des moyens, il y a des traitements préventifs et des traitements curatifs. Et ces femmes-là sont aussi les femmes qui vont avoir des calcifications artérielles beaucoup plus importantes et des calcifications aortiques. Voilà. Après, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais ce fameux syndrome métabolique de la ménopause, on va stocker tranquillement la prise de poids moyenne est de 4 à 5 kg au moment de la ménopause, parfois plus. Et c'est vrai que dès le début de cette ménopause, on réduit sa ration alimentaire, on mange peu salé et surtout on bouge. On peut manger de la même manière, mais il faut bouger plus. Ça, c'est super important. Tabac, tu veux que je le fasse ? Bon, les 3 mécanismes du tabac, parce qu'il n'y a pas de petite cigarette. Le message de cette dia, c'est quoi ? Les femmes me disent en consulte « Oh, mais j'en fume que 5 par jour. J'en fume que 3 par jour. »
Mais chez la femme, fumer 3 cigarettes multiplie par 3 le risque d'infarctus du myocarde. Parce qu'elle spasme. Vous avez compris, le mécanisme, c'est le spasme artériel. La nicotine fait spasmer. La nicotine favorise le développement des plaques d'athérome. Et quand vous fumez, vous activez le système nerveux qui n'est pas sympathique, mais qui s'appelle le sympathique. Et donc vous tachycardez, vous montez la pression, ça fait des ruptures de plaques. Donc dès la première, on peut avoir un accident coronaire. Plus chez la femme que chez l'homme. Alors pour le diabète, il y a pas mal de choses qui sont sorties dans la presse grand public. En fait, le diabète, c'est un booster du vieillissement des tissus cutanés, tissus artériels. Et également, c'est une maladie qui favorise la formation de caillots sanguins. Donc je n'ai pas besoin de vous faire à nouveau la formation. Le diabète, c'est un booster de la maladie athéromateuse, un booster de la coagulation, et souvent il s'inscrit dans un syndrome métabolique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie du pancréas et qu'il faut prévenir nos patients le plus tôt possible dès l'information diagnostique. Quand il y a un diabète de type 2, avec les médicaments, il faut dire au patient qu'il terminera sa vie avec de l'insuline. Si on ne le dit pas au patient, il ne comprend pas. Parce que le pancréas va s'user au fur et à mesure du temps. Au début, on démarre aux médicaments. Maintenant, il y a d'autres molécules qui sont sorties, mais généralement, ça se termine avec des petites doses d'insuline. Alors pour l'obésité, voilà, c'était simplement vous dire que quand on est jeune, on a la culotte de cheval. Quand j'étais petite, qu'est-ce qu'on se foutait de ma tête? Parce que j'avais une culotte de cheval. Mais c'est une bonne graisse. C'est la graisse que font les femmes quand elles sont enceintes. La mauvaise graisse, c'est la graisse abdominale, que vous avez tous, hommes et femmes. Et cette graisse abdominale, c'est un organe endocrine très vascularisé qui sécrète des substances inflammatoires qui favorisent le vieillissement des artères et qui activent la coagulation. Et il n'y a pas de traitement miracle pour la pomme. Pour ne plus être une petite pomme, il faut bouger. Il n'y a pas. Et quand vous mangez salé, vous stockez également de la graisse abdominale. Donc il faut manger peu salé, il faut bouger, il ne faut pas boire trop d'alcool non plus, parce que c'est pareil, ça favorise le stockage d'adipocytes. L'alcool est très très calorigène et très diabétogène. Alors pour l'hypertension, là Thierry, tu me laisseras un peu plus de temps parce que je suis hypertensiologue, et c'est important parce qu'il y a une grosse publication qui vient de sortir dans Santé publique France la semaine dernière sur une alerte sur l'hypertension en France. Le problème, c'est que les médecins ne sont plus formés à l'hypertension. L'hypertension, c'est le premier facteur de risque de l'accident vasculaire cérébral, qu'on soit un homme ou une femme, plus la femme que l'homme. L'hypertension, c'est le premier facteur de risque de l'insuffisance cardiaque qu'on appelle diastolique, c'est-à-dire que le cœur se contracte mais ne se remplit pas. Et l'hypertension n'est plus correctement dépistée en France, et vous avez moins d'un hypertendu sur 2 qui est contrôlé en dessous du 14,9, alors que c'est facile à traiter. Et que plus on attend pour traiter, plus l'artère est rigide, et plus c'est compliqué de contrôler les choses. Et donc finalement, c'est pour ça que je voulais m'arrêter dessus, on a travaillé avec la Société française d'hypertension, dont je fais partie, sur l'autodépistage à la maison, c'est-à-dire dans l'idéal, chaque Française et Français devrait avoir un appareil d'automesure pour prendre sa tension au minimum 2 fois par an chez lui, et se dépister. Puisque les médecins ne le font plus, et bien on va responsabiliser le citoyen. Vous avez 2 chiffres qu'on vous donne. Alors ça c'est centimètres de mercure, mais on parle en millimètres de mercure, 140-90. Le premier chiffre est élevé parce que c'est le cœur qui se vide de 5 litres de sang, donc il y a beaucoup de sang, c'est de la tuyauterie. Beaucoup de sang, ça veut dire une pression de liquide importante, donc le 120, c'est une valeur normale. Et ensuite en diastole, le cœur se remplit à nouveau, mais s'il n'y avait plus de sang, vous tomberiez tous comme des mouches à chaque diastole, c'est pas possible. Donc il y a toujours du sang qui circule, et c'est la pression minimale de sang qui circule quand le cœur se remplit à nouveau. Et sauf que quand on vieillit, les artères sont rigides, donc virtuellement elles ne stockent pas assez de sang, et c'est pour ça qu'on a une hypertension plutôt sur le premier chiffre après 65-70 ans, avec un deuxième chiffre effondré. Donc, notre image que vous donnez, un marteau. Prenez un marteau sur ce mur ici, vous tapez dessus, le mur va s'effriter. L'hypertension, c'est un marteau qui va taper sur les plaques d'athérome et qui va favoriser la thrombose. L'hypertension, c'est un siphon de lavabo bouché. Le siphon de lavabo est bouché, le lavabo déborde. Là, le cœur est un muscle, il va s'hypertrophier pour essayer de pallier à ce siphon bouché qu'est l'hypertension. Et à la fin, il en a marre de bosser, il se dilate. Alors l'automesure, qu'est-ce qu'il y a un appareil automesure? Pas beaucoup, hein. Demain, tout le monde. Hein. On va faire un partenariat avec Omron. Alors c'est Omron ou Microlife. J'ai pas d'action, mais c'est 2 qui sont bien validés. Si vous en achetez un,
vous évitez le poignet, parce que le poignet, vous le mettez comme une montre, on se trompe. Le capteur, en fait, il se met ici, sur la petite artère ici. Donc vous achetez un appareil au bras, mais le pharmacien, souvent, il a tendance à vous proposer celui-là parce qu'il est un petit peu plus cher, et puis voilà. Mais ça, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est la règle des 3. Donc vous êtes au calme, tout seul dans une pièce, important, le chien est dehors, assis, à distance de la cigarette, vessie, vous avez été faire pipi, parce que sinon ça gêne, ça fausse. Et vous allez faire 3 mesures à 1 minute d'intervalle, le matin en vous réveillant, en position assise au calme. Alors quand on ne connaît pas bien la machine, je dis au patient, vous prenez une mesure, puis vous retenez les 3 dernières, et vous faites la même chose le soir, et si vous comptez bien, il y a 18 mesures, et avant la consultation médicale, quel que soit le médecin. Et on dépiste l'hypertension à la maison. Aujourd'hui, on ne fait plus un diagnostic d'hypertension au cabinet médical. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on met les patients dans une pièce avec un appareil automatisé, l'infirmière s'en va, le médecin s'en va, et on s'affranchit de ce qu'on appelle la réaction d'alarme, c'est-à-dire des chiffres qui sont faussement élevés, parce qu'il y a l'angoisse de la consultation, le médecin, et finalement on va relaisser le patient seul avec lui-même. Mais, quand même, dans 4 cas sur 10, vous avez les hypochondriaques. J'avais un psy comme ça, un dingue, il a fini par faire son infarct. Il se prenait la tension toutes les heures, il m'avait ramené un classeur de mesures sur 3 semaines. Alors j'ai dit, écoutez, non, là vous êtes gentil, vous me remarquez ça, je ne les regarde pas. Donc maintenant il a compris, c'est le holter tensionnel que je vais vous montrer juste après. Donc ça va si vous n'êtes pas stressé. Ça, on peut aussi le faire quand on a, chez les gens qui ont plus de mémoire, qui sont handicapés, c'est ce qu'on appelle la mesure accompagnée, c'est-à-dire que c'est l'aidant qui va mesurer, et on remplit les valeurs. Et puis, on a même des relevés maintenant avec des tableurs Excel automatisés qui vous calculent tout ça. Et vous voyez que c'est 135,85 et non pas 140,90. C'est un petit peu plus bas à la maison qu'au cabinet médical. Puis après, moi, c'est la Rolls du dépistage. Alors, c'est hyper casse-pied. Hein. Ça fait du bruit. Je peux vous dire que mon mari, là, il dort dans le bureau, pas avec moi. Et là, en fait, c'est un appareil qui, tous les quarts d'heure, vous prend la tension. Mais c'est le meilleur examen. Quand vous avez des symptômes à l'effort, vous appuyez sur le bouton et ça prend la valeur. Vous voyez, cette personne, là c'est les normalités, là il a fait une grosse chute de tension. Alors soit c'était une sieste, ceux qui font la sieste on le voit, hein. La tension elle chute. Et là, la nuit, vous voyez, il s'est couché, donc on demande l'heure du coucher, et cette personne-là, hein, vous n'avez pas besoin d'être médecin, et là l'hypertension la nuit. Et l'hypertension la nuit est la plus méchante des hypertensions, c'est celle qui donne l'AVC et l'insuffisance cardiaque. Donc, on pose la question céphalée matinale, essoufflement matinal, trouble de la concentration, même un premier hypertendu que je vois de nouveau, je lui prescris la machine et une automesure en même temps pour voir s'il y a une bonne corrélation entre ce qu'il fait lui et la mesure diurne. Et ça, c'est un super examen. Alors, on y va, hein, il y a le stress. Donc le stress, c'est effectivement le 3e facteur de risque de l'infarctus. Mais savoir que, finalement, se mettre en colère, c'est super délétère. Donc vous allez avoir la théorie du bisounours en sortant d'ici. Quand vous mettez en colère, le risque d'accident cardiaque ou cérébral perdure pendant 2 heures après la colère. Donc il faut faire des techniques de contrôle sur soi, j'en sais rien. Les tirs au but. À chaque fois qu'il y a les coupes de monde de foot, il y a des entrées aux soins intensifs, mais on le sait. Parce que tout le monde, les gens boivent, fument, s'énervent, ça se ticote les uns les autres, et finalement, ça fait le lit des infarctus du myocarde, de l'homme surtout. Alors le stress aigu, pourquoi ça tue? Parce que ça active le système nerveux sympathique, vous libérez des hormones de stress, ces hormones vont aller agir sur les petits récepteurs spasmes artériels, rupture de plaques, trouble du rythme, montée de tension, et à l'extrême, cette dame, elle ne se savait pas coronarienne, elle s'engueulait avec son mari, je sais pas, elle a perdu son petit chien, et elle se stresse brutalement, elle fait son trouble du rythme sur sa cicatrice infarctus qu'elle ne savait pas, et c'est la mort subite. On en arrive au Takotsubo. J'adore le Takotsubo. C'est le syndrome du cœur brisé ou du cœur joyeux. Alors le cœur joyeux, c'est vous rentrez du boulot, le cheveu sale, les racines comme ça, et puis chez vous, on vous attend pour votre anniversaire. Alors là, c'est tellement la surprise, contente, hein, mais la surprise que vous libérez beaucoup d'hormones de stress. Ces hormones de stress vont aller se mettre sur le myocarde, sur les petits récepteurs du myocarde, aux catécholamines, et le cœur va être complètement paralysé, sidéré, il va faire hibernatus, pour ceux qui ont vu le film avec Louis de Funès, et il va prendre une forme d'amphore japonaise. Donc c'est une forme d'insuffisance cardiaque aiguë liée au stress.
qui peut être dangereuse au tout début, parce qu'elle peut donner des troubles du rythme et des caillots qui vont ensuite migrer partout. Et par contre, là, ça vous mime un vrai infarctus d'homme. Là, on ne se trompe pas. Et ces femmes qui appellent, parce que c'est souvent des femmes ménopausées, dans 8 cas sur 10, là, il n'y a pas de retard d'appel du SAMU. Et en fait, on fait le diagnostic, parce qu'à l'électrocardiogramme, ce n'est pas les lésions d'infarctus systématisées. Les enzymes cardiaques, elles ne montent pas comme elles devraient monter. Et surtout, quand on fait la coronarographie, le cœur est normal, enfin les coronaires sont normales, et on a cet aspect d'amphore, et on va confirmer le diagnostic avec une IRM. Donc ça régresse, c'est quand même 2% des hospitalisations pour infarctus, mais ça peut récidiver, et c'est pas n'importe quelle femme non plus, c'est souvent des femmes un petit peu hypochondriaques, un petit peu stressées chroniques, voilà. Cette checklist, j'ai voulu vous la montrer, parce qu'elle va faire partie de l'expérimentation dans les Hauts-de-France demandée par le ministère de la Santé. C'est-à-dire qu'on va donner aux femmes un classeur de suivi et on va leur apprendre, et c'est vrai que je l'ai mis dans le bouquin, on va leur apprendre à préparer leur consultation. Parce que finalement, le temps de consultation, il y a l'interrogatoire, l'examen clinique, la prescription, mais si les femmes arrivent déjà avec tous leurs antécédents, les traitements en cours, mais c'est pareil pour les messieurs, hein, les signes d'alerte qu'on leur a appris, les facteurs de risque, le bilan bio et l'automesure, vous comprenez que le temps passé déjà fait par la dame en amont de la consultation de monsieur, c'est autant de temps passé avec le médecin pour discuter de dossier et du traitement. Là, je vous ai mis au passage un électrode d'infarctus du myocarde. Vous voyez, ça c'est une coronaire, une interventriculaire qui s'est bouchée, et vous avez des signes très très typiques de sus-décalage, et on a des miroirs quand on fait les dérivations dans le dos. Alors, les signes d'alerte, je vous les passe très rapidement, je voulais juste insister, parce qu'on a parlé déjà des premières tout à l'heure avec l'infarctus. Celles-là, pour moi, elles sont importantes pour l'hypertension qui n'est pas dépistée en France. L'essoufflement à l'effort, le siphon qui est bouché. Les céphalées matinales, l'hypertension nocturne. Acouphène, phosphène, petit point brillant devant les yeux, bourdonnement d'oreille. La pollakiurie nocturne, c'est on fait pipi 3-4 fois par nuit. C'est pas forcément la prostate, les femmes elles n'ont pas de prostate, mais ça peut être effectivement des montées de tension ou de l'apnée du sommeil la nuit. Donc ça c'est très important pour l'hypertension. Et après, c'est plutôt des signes d'atteinte cardiaque ou de maladie coronaire. Donc à la fin, on vous a interrogé, vous avez préparé votre consulte, vous êtes un patient parfait. Et le médecin, on va reprendre cette fiche et on fait la synthèse du bilan. C'est ce que je fais en consulte. Hein. Je classe ma femme en risque vert, risque orange, risque rouge, et je vais lui prescrire un bilan en fonction de mes points d'appel cliniques. Maintenant, une femme qui veut un traitement hormonal de la ménopause, la gynéco, elle tire le parapluie cardio. Elle dit la cardio va vous dire si c'est possible. Et du coup, c'est vrai que je fais des bilans qui sont assez approfondis, parce que si jamais la dame, je dis ok à la gynéco, que la dame fait son infarct le mois d'après, je ne serais pas je serais pas embêtée. Ensuite, on explique aussi, un patient qui comprend son traitement va le suivre. Je vais vous donner un autre exemple d'hypertendu. D'ailleurs, Philippe a témoigné à Enquête de santé sur l'hypertension. Un directeur d'une école de hôtelière près de Valenciennes. Alors, lui, c'est comme les toxicos. Hein, il vit dans son frigidaire, le vin, le champagne. Donc, un mec assez fort, assez gros. Et je l'ai rencontré un samedi matin, parce que le samedi, on fait des visites beaucoup plus approfondies. Avec un cœur complètement dilaté, une aorte dilatée, une hypertension épouvantable et une petite insuffisance rénale. On l'a pris en main, ça s'est bien amélioré, et en septembre dernier, on a fait un dîner caritatif, et il avait complètement rechuté. Et là, on a eu de nouveau une explication de texte là, un peu plus sérieuse, et finalement, j'étais contente parce que dimanche matin, je faisais mon courrier, il a perdu 25 kilos depuis septembre dernier, donc je pense qu'il a enfin compris. Et du coup, le bénéfice pour lui, il a perdu du poids, mais surtout je baisse maintenant les traitements antihypertenseurs. Parce qu'on peut revenir en arrière dans le traitement. Et ça, c'est ce qu'il faut expliquer aux patients. C'est un contrat, une alliance thérapeutique entre vous et le patient. Et comme c'est un problème d'hygiène de vie, le traitement béquille, ça va un temps. Mais si le patient se prend en main progressivement, on peut revenir en arrière sur certains traitements. C'est intéressant. Donc, le CADI, c'est le risque cardiovasculaire, la probabilité d'accident à 10 ans, où on met tout ce qu'on a vu ensemble ce soir. Le traitement, finalement, c'est le bond de réduction. Alors, ne confondez pas anti-agrégant et anticoagulant. On ne prend pas de l'aspirine pour ne pas faire une phlébite dans l'avion, c'est n'importe quoi. C'est un anticoagulant qu'il faut prendre avec des bas de contention. Ce n'est pas le même type de caillot. Les anti-agrégants, c'est les caillots de petites plaquettes.
L'anticoagulant, c'est des caillots avec des hématies, des globules rouges et de la fibrine. Donc, on ne remplace pas un anticoagulant par un antiagrégant. Jamais. Vous allez chez le dentiste, vous avez du Préviscan, de la Coumadine ou les nouveaux anticoagulants oraux. Le dentiste vous dit prenez de l'aspirine à la place. Non. Ça, c'est non. On ne fait pas ça. On peut enlever une dent avec un anticoagulant. Alors voilà le fameux parcours pour terminer. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Est-ce que ça va? Oui. Je vous casse les pieds? Non. Alors, le fameux parcours. La patiente, elle a son dossier qu'elle vous a parfaitement rempli parce qu'on lui a appris comment faire. Ensuite, nous travaillons avec le médecin traitant, le gynéco. Ça peut être aussi des pharmaciens qui sont hyper formés à l'éducation thérapeutique, les sages-femmes pour les jeunes femmes, cardio-angio. Tout ce petit monde, en fait, travaille autour de la femme. Et on va rajouter les psychiatres aussi, hein, parce que la dépression est beaucoup plus fréquente chez les femmes aussi. Et ce petit monde va donner le même message autour de cette femme. C'est-à-dire, on travaille une femme, on ne travaille pas un cœur, on travaille la globalité. On enseigne les signaux d'alerte dont je vous ai parlé, et ensuite, on va prescrire ce fameux bilan. Alors, le minimum syndical qui est dans l'expérimentation, c'est l'automesure, les facteurs de risque classiques, on voit s'il y a une maladie à dépister, est-ce qu'il y a un traitement hormonal, le SAS, et puis voilà, et on suit cette dame régulièrement, plus ou moins rapprochée en fonction qu'elle est en feu orange ou en feu rouge. Voilà, voilà. Donc pour le tabac, bon, est-ce qu'il y a beaucoup de fumeurs? Non. Qui fume? Y compris le cigare. Que le cigare. Ouais. Que le cigare. Bon, si vous avez des enfants qui fument, en 24 heures, ça ne vous viendrait pas à l'idée de mettre le nez sur un pot d'échappement de votre voiture. Vous allez me prendre pour une dingue. Bah, fumer, c'est ça. Ou vous mettez la tête dans le four à gaz. Ça ne vous vient pas l'idée. Voilà. Bah, en 24 heures, vous éliminez l'oxyde de carbone. Hein, on a ça dans le Nord, quand il y a du brouillard. Quand j'étais en réa interne, on les mettait en caisson pour enlever l'oxyde de carbone qui a pris la place de l'oxygène sur l'hémoglobine. Ils étaient à 5 par lit et on les mettait dans les caissons pour enlever cet oxyde de carbone et remplacer ça par de l'oxygène. En 48 heures, on récupère l'odorat et le goût des aliments. Et les fumeurs sont comme par hasard les gens qui salent le plus. En 2 semaines, les fameuses plaquettes qui font les caillots plaquettaires redeviennent normales. Il faut 7 jours. La durée de vie d'une plaquette, c'est 7 jours. Et puis, de 2 semaines à 3 mois, on tousse moins, on est moins fatigué, moins essoufflé. Le risque d'AVC est le même qu'un non-fumeur après 1 an. Il faut attendre 5 ans pour le risque d'infarctus du myocarde par rapport à un non-fumeur. Donc vous voyez, le bénéfice, il est quand même vachement bien. Le seul problème, c'est que l'addiction, c'est-à-dire que quand vous fumez, vous avez des petits récepteurs à la nicotine. Tant que vous fumez, les récepteurs sont là, vous arrêtez, ils s'internalisent tous, vous en refumez une, ils ressortent tous en même temps. C'est pas 1 plus 1 plus 1, c'est tous en même temps. Et les femmes, l'addiction au tabac est comparée à une addiction à l'héroïne. Et ça, on n'en a absolument pas confiance. Bon, après, l'alimentation saine, j'en parle surtout quand je fais mes conférences, parce que vous mangez sainement, tous, je suis sûre que vous mangez sainement. Simplement, par rapport à l'alcool, on doit avoir une journée off, qu'on soit un homme ou une femme, et moins de 8 unités semaine pour une femme, parce qu'on ne métabolise pas l'alcool de la même manière au niveau du foie qu'un homme. 8 unités, c'est ce qu'on vous sert au café. Un verre de vin rouge, une flûte de champagne, une bière, voilà. Par contre, en calories, j'ai revu ça cet après-midi dans le train, ça m'amusait, la bière, c'est ultra maxi-calorique, hein, parce que c'est plein de sucre. Il vaut mieux un verre de vin qu'une bière. Bon, après, alors moi, vous voyez, je ne mange plus du tout de gâteau. J'ai des petites noisettes dans un tupperware dans mon sac à dos, qui est là-bas. Et finalement, parce que les gâteaux, ça contient du sel, ça contient des mauvaises graisses et du sucre qui encrasse l'artère. Alors par rapport au sel, je voulais juste vous montrer que 2 rondelles de saucisson, 1 gramme de sel. Les apéros du week-end, hein, 100 grammes de lasagne, un petit pain au chocolat, 1 tiers de sandwich au jambon, ça va super vite. Hein. Et normalement, on ne doit pas manger plus d'une cuillère à café de sel par jour. Donc ça va super, super vite. Je vais aller plus vite parce que sinon je vais me faire engueuler. Donc l'activité physique, c'est tous les jours 30 minutes. Le sport que vous voulez, comme vous voulez. Ça peut être monter les escaliers. Moi, je ne prends plus la voiture pour aller à l'hôpital, par exemple. C'est bouger le plus possible. Vous pouvez être sédentaire et faire du sport 3 fois par semaine. Quand on a un métier derrière un ordinateur, il faut se lever toutes les 2 heures. 3-4 minutes toutes les 2 heures. Et cette activité physique, elle est aussi valable pour la prévention de l'ostéoporose, pour la prévention des cancers, pour la dépression, pour le vieillissement, pour la mémoire, pour l'autonomie. Donc finalement, c'est
c'est le sporty médicament. Écoutez, hier, j'ai dû faire une consulte de 10 patients, non, c'était lundi. J'ai passé mon temps à dire sporty médicament. Et en fait, les gens, ils ont un vélo d'appart, mais ils servent de porte-manteau. Moi, le mien, le dimanche matin, je le fais avec les années 90 sur les oreilles, et je me force, c'est au moins ça de prix, quoi. Et finalement, 15 minutes de vélo tous les jours avant de prendre sa douche, ou de vélo elliptique, ce que vous voulez, bah, finalement, c'est mieux que rien du tout. Et puis pour terminer, il y a le cerveau qui contrôle le cœur et les artères, qui contrôle aussi le cancer. Eh bien dormir, c'est important. Donc, moins de 6 heures par nuit, c'est à risque cardiovasculaire et cérébral. C'est également si on peut faire une sieste, ou en tout cas décrocher un quart d'heure le midi. Moi, ça, je le fais dans mon bureau. J'ai un fauteuil spécial avec masque avion boule caisse. Et systématiquement, je m'allonge un quart d'heure et ça me permet de faire une deuxième journée. Quoi qu'il arrive, j'arrive en retard en consulte, mais j'explique aux patients que pour être en meilleure forme, je me suis couchée pour être en meilleure forme pour lui. Et ils acceptent, pas de problème. Et également, ce qu'il y a d'important, c'est la bienveillance. Sourire, regarder les gens. Dans le métro, les gens, ils sont avec leur iPhone, leur musique, ils deviennent des autistes de la vie. Mais l'échange avec les gens, alors là, il y a le coronavirus, on ne vous demande pas de vous papouiller, mais la bienveillance, tenir une porte quand on sort. Vous avez la porte qui vous revient en boomerang. Faire attention, une dame âgée qui a un sac, on lui prend son sac. Ça, c'est super important et c'est bon pour le cœur et les artères. Le bénévolat, c'est très bon. C'est extrêmement protecteur pour le cœur et les artères. Donner de son temps aux autres, c'est bon. Et après, la musicothérapie. On a des programmes de rééducation avec de la musique. Eh bien, on a moins de récidives d'accidents cardio-neurovasculaires, plus d'autonomie quand les gens font de la rééducation en musique, avec une musique qu'ils aiment. Voilà. Je pense que j'en ai terminé avec tous mes messages. Alors, comme vous avez compris que c'était un sujet de société très important, que ce n'est pas un sujet de féministe, toute cette énergie autour de la prévention, du soin, de la recherche, on va la consacrer à un projet dédié. On va marier l'expertise médicale, l'expertise de la recherche, avec l'expertise de l'économie, du milieu de l'entreprise, pour travailler tous ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être médecin pour faire une prévention efficace. C'est le message clé de ce projet qui est en cours, qui s'appelle Agir pour le cœur des femmes, avec une note internationale. Je vais laisser Thierry vous en reparler aussi un petit peu. Un logo que nous avons travaillé avec Nathalie, de façon tout à fait amicale, où je vais te laisser l'expliquer peut-être. Tu vas l'expliquer. Donc ce projet-là va démarrer. On a fait un benchmarking au préalable et ça sera le premier projet entièrement consacré aux femmes. Si vous avez plusieurs projets de recherche, plusieurs fondations qui existent en France et à l'étranger, mais l'action des femmes est une action parmi d'autres. Là, on s'est dit, finalement, pour faire vraiment bouger les lignes, on va concentrer toute notre énergie sur la santé des femmes, mais pas que la santé cardiaque des femmes. Il y aura la gynéco, il y aura la psy, il y aura le médico-sociétal. Voilà. Merci infiniment Claire, parce que je ne sais pas si vous êtes aperçu, en l'espace d'1 heure et quart, Claire vous a fait voyager à peu près sur tout ce qui peut être dit dans le domaine des pathologies cardiovasculaires. Et donc c'est juste un sprint, un marathon sur l'ensemble de ces pathologies. Merci infiniment Claire, merci de nous avoir éclairé la route, merci de nous avoir alertés sur tous ces différents sujets. Alors j'ai un bouquet, donc je crois que c'est plus pour toi que pour moi. Un grand merci. Merci de cette expertise, merci de cette passion, merci de cette détermination, merci d'être cette voix inlassable pour faire en sorte partout, que ce soit en France et de plus en plus à l'étranger, faire en sorte de pouvoir porter tout simplement le message de la prévention active, la prévention qui fait qu'elle peut changer la vie de tout à chacun, que vous soyez un homme ou une femme. Claire a parlé de la Women's Cardiovascular Healthcare Foundation. Oui, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet sur lequel nous avons décidé, avec un certain nombre, de cofonder ce fonds de dotation, qui a pour vocation, finalement, quatre sujets. Si tu as la zapette, si tu peux juste appuyer sur la zapette, qui a 4 vocations. La première vocation, eh bien, c'est d'alerter, de mobiliser et d'informer de manière positive. Vous avez compris que dans 8 cas sur 10, si on s'y prend à l'avance, si on fait de la prévention, eh bien, il n'y a pas besoin de curatif.
D'accord? Et ça, c'est l'élément très positif. Inversons la tendance, Claire en parlait tout à l'heure. Et donc, il y a une vraie prise de conscience collective, qui est juste absolument nécessaire. Claire le disait tout à l'heure, on vous annonce que vous avez un cancer, le sol se dérobe sous vos pieds. On vous dit, bon, va falloir vous faire un double ou un triple pontage. Vous dites, ok, bon, quand est-ce qu'on prend le rendez-vous? Bon, et puis au bout de combien de temps je pourrais reprendre mon job? Et puis, by the way, moi j'ai vu des gens qui avaient fait des doubles ou des triples pontages, et on les voyait 3 jours après, ils étaient dehors en train de cloper. D'accord? Et je pense que dans cette salle, vous avez tous quelques exemples, d'accord, de gens que vous connaissez, de manière proche ou de manière moins proche. Vous avez pu voir que finalement, il y a une forme de banalisation. Et cette banalisation, vous ne pouvez pas l'accepter. La deuxième chose, c'est la notion de prévention et d'éducation. Il faut combattre ces préjugés. On a l'année dernière, par exemple, au travers des parcours du cœur, fait de la prévention au travers de cet événement, qui est le plus gros événement en termes de prévention en France, 1 300 000 personnes, 480 000 jeunes scolaires. Et toute cette notion d'éducation et de prévention, elle est essentielle pour les jeunes générations. Je vais vous donner 2 chiffres. La dernière étude qui fait état des possibilités sportives, musculaires, etc., 75, ils ont pris un certain nombre de milliers de personnes à travers le monde et ils leur ont fait courir à ces jeunes entre 12 et 15 ans, ils leur ont fait courir 600 mètres. Et ces 600 mètres, 3 minutes. Cette même étude a été remise au goût du jour en 2016. Ils ont pris ces mêmes jeunes, 12, 15 ans, ils leur ont fait courir les mêmes 600 mètres. 4 minutes 06. C'est dire qu'en l'espace de 30 ans, cette jeune génération a perdu 25% de capacité cardiovasculaire. Et on fait le lit de toutes ces pathologies. On fait le lit de toutes ces maladies. On fait le lit finalement de ces vies qui sont des vies gâchées. D'accord? Troisième sujet, c'est l'écosystème. L'idée, c'est pas de dire nous on sait, eux ils savent pas. Non, non, pas du tout. Mobilisons, faisons appel à l'intelligence collective. Construisons ensemble de l'intelligence collective. Faisons en sorte d'associer l'infirmier, le pharmacien, le généraliste, le gynéco, le psycho, toute la chaîne, de façon à ce que chacun puisse décoder ce dont Claire a parlé tout à l'heure, parce que chacun a finalement une part du message, et que chacun peut avoir ce patchwork qui vous permet de dire « Ok, là il y a un sujet, et on fait ce qu'il faut », et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a à la fois des professeurs, des médecins très talentueux, et puis toute la partie pharmacologique qui est là et qui permet d'adresser l'ensemble de ces pathologies. Et puis, la recherche. La recherche, elle est juste absolument indispensable. La recherche pour faire en sorte qu'on puisse avoir des centres qui soient des centres labellisés. Je vais vous donner un chiffre. Le plus gros, en France, le plus gros financeur dans le domaine de la recherche cardiovasculaire, c'est 3 millions par an. Je vais prendre de l'autre côté du channel, avec nos amis anglais que j'aime bien, hein, la British Heart Foundation vient de faire voter un programme, 500 millions de livres sur 5 ans. D'accord? On va voyager de l'autre côté des États-Unis, aux États-Unis. L'American Heart Association, c'est 985 millions de dollars. Au Canada, 36 millions d'habitants, moitié moins que la France, 180 millions de dollars canadiens. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il n'y a aucune fatalité et il n'y a aucune raison que le cœur d'un Américain, de nos amis anglais, d'un Canadien, soit plus important ou moins important que le cœur d'un Français ou d'une petite Française. D'accord? Donc le sujet, il est celui-là, et c'est la raison d'être de cette initiative autour du Agir pour le cœur des femmes et la Women's Cardiovascular Healthcare Foundation, qui est une initiative qui a pour ambition, que je crois légitime, qui peut sembler modeste ou qui peut sembler très importante. Cette ambition, c'est de se dire à 5 ans, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut pouvoir attester du fait qu'on a réussi à sauver la vie de 10 000 femmes. 10 000. C'est un chiffre simple, 10 000. Pas une, pas 100, pas 1000, 10 000. D'accord? Et compte tenu des chiffres qui sont en cause, c'est juste quelque chose qui est totalement à notre portée. Je peux juste... Merci. Vous allez tous repartir avec ce livre. Alors pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que c'est Claire qui l'a écrit.
parce que c'est un concentré d'expériences de vie. Vous avez la moitié du bouquin, elle a parlé de Laetitia, elle a parlé de Frédéric, elle a parlé de peu importe, et vous avez toute la moitié du bouquin, ce sont des expériences de vie. Comment est-ce qu'au travers de telle femme, jeune, moins jeune, etc., eh bien, comment vous pouvez en tirer un certain nombre d'enseignements. Et puis la deuxième partie, c'est finalement, c'est quoi les ingrédients, la recette, hein, c'est quoi les petites recettes, hein, de façon à faire en sorte que vous puissiez les uns les autres pouvoir partager, etc. C'est un très très gros succès. Claire y a beaucoup travaillé. Et ce bouquin, on est en train de le faire traduire en anglais et il va être disponible au niveau mondial. On est à Dubaï dans un mois où ils ont réuni 2000 femmes les plus influentes de la région. Parce que c'est un sujet dont le gouvernement, dont l'État, là-bas, a estimé que c'était juste une priorité nationale. Voilà, donc ce bouquin, vous l'aurez là-bas, alors gratuitement, offert par notre partenaire Magellan. Et Claire, il faut mettre un peu d'huile au coude, il faut la faire bosser un peu. Elle va vous faire une dédicace pour le bouquin. En tout cas, un grand merci Claire. Et puis, juste pour terminer sur la zapette, il y a un dernier, voilà. Ce que je voudrais juste vous demander, c'est soyez ce petit oiseau. Vous savez, ce petit oiseau, c'est le colibri. Colibri, vous êtes chacun d'entre vous, au travers de vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, eh bien, vous êtes des colibris de la prévention. Donc, votre santé, le meilleur gardien, c'est vous. C'est vous, c'est ceux qui vous entourent, ceux qui vous aiment. Et donc, c'est un capital qui est juste essentiel. Donc voilà, donc prenez-en soin. Vous avez aujourd'hui, vous avez pris le temps, et les uns et les autres, de venir. Maintenant, that's your job. Just make it happen. Okay? Là, c'est à vous de faire en sorte de le partager, parce que finalement, c'est au travers de cet écosystème d'intelligence collective qu'on arrivera à faire bouger les choses. Voilà. Merci infiniment. Alors, c'est pas parce que Claire a dit qu'on ne pouvait pas parler d'alcool, qu'on ne pouvait pas boire d'alcool, qu'il n'y aura pas d'alcool, quand même. Catherine, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Parce que Catherine me regarde avec des yeux tantôt... Alors, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? J'ai rien oublié ce soir? C'est merveilleux. Alors, disons, je vais avoir là une coupe de champagne, alors. Hein, voilà. Il me reste à nouveau à remercier... Il me reste à remercier infiniment Claire. Voilà. Il me reste à vous remercier tous d'être venus. Il me reste à vous remercier de ce que vous allez partager avec les autres. Et puis il me reste aussi à vous remercier parce que finalement tous ces sourires au travers de sujets qui peuvent sembler un petit peu compliqués, mais finalement la bonne nouvelle c'est qu'on regarde le côté à moitié plein et qu'on regarde devant nous avec beaucoup de messages positifs et haut les cœurs. Voilà, merci à tous.